Amon Goeth était le commandant du camp de concentration de Plaszow en Pologne. De là, il dirigeait des exécutions massives et supervisait des travaux forcés qui ont coûté la vie à des milliers de prisonniers juifs. Les témoignages le décrivent tirant depuis le balcon de sa maison pour s'amuser, transformant le meurtre en routine quotidienne. Après la défaite de l'Allemagne, Goeth a été capturé et remis aux autorités polonaises. Son procès a exposé des documents, des photographies et des déclarations qui démontraient l'ampleur de ses crimes. Le ministère public a présenté l'affaire comme un exemple de la terreur nazie appliquée de manière personnelle et systématique. Le verdict a été clair, coupable de crimes contre l'humanité. La sentence ne laissait aucun doute. Pourquoi le procès contre Goeth a-t-il été considéré comme emblématique dans l'après-guerre? Quelles preuves ont scellé définitivement sa condamnation? Comment le châtiment a-t-il été exécuté contre l'un des commandants les plus redoutés du système nazi? Enfance brisée, le saut vers le fanatisme. Amon Leopold Goeth est né le 11 décembre 1908 à Vienne, capitale de la monarchie austro-hongroise. Son père, Amon Franz Goeth, dirigeait une maison d'édition spécialisée dans les publications de caractère militaire et religieux, avec des revenus suffisants pour placer la famille dans la bourgeoisie urbaine. Sa mère, Bertha Schwendt, participait activement à la gestion de l'entreprise, ce qui impliquait de longues absences des deux parents. Enfant unique, Goeth a passé la majeure partie de son enfance sous la garde d'une tante paternelle, dans un environnement marqué par la distance émotionnelle de ses parents et par une précoce sensation d'isolement. L'environnement historique dans lequel il a grandi a été défini par la dissolution de l'Empire austro-hongrois après la défaite lors de la Grande Guerre. En 1918, l'Autriche s'est transformée en une république réduite à un peu plus de 6 millions d'habitants, en contraste avec les plus de 50 millions qui avaient formé l'Empire multinational. Vienne, devenue une capitale surdimensionnée d'un État affaibli, a connu l'inflation, le chômage et une constante polarisation politique. Le contrôle municipal revenait aux sociaux-démocrates, tandis que proliféraient les mouvements pan-germanistes, les groupes paramilitaires de droite et les organisations antisémites qui disputaient l'influence dans les rues. Goeth a fréquenté une école catholique de classe moyenne à Vienne. Les archives le décrivent comme un élève médiocre, peu intéressé par les matières académiques et plus enclin aux activités physiques. Après avoir terminé l'éducation de base, il est entré au collège agricole de Weidhofen an der Thaya, près de l'actuelle frontière avec la République tchèque. L'expérience a duré quelques mois. En 1925, à 17 ans, il a abandonné ses études et est retourné à Vienne pour devenir apprenti dans la maison d'édition familiale. Son intégration s'est révélée conflictuelle. Il montrait peu d'intérêt pour apprendre les aspects techniques ou commerciaux et manifestait un rejet ouvert à l'égard de l'autorité de son père. Pendant ces années, Vienne était un espace de radicalisation constante. La crise économique et l'instabilité politique offraient un terrain fertile pour des organisations de jeunesse qui fournissaient une identité et un but à ceux qui cherchaient une place dans une société en transformation. En 1925, Goeth a rejoint des groupes de jeunes d'orientation pangermanique, défenseurs de l'union de l'Autriche avec l'Allemagne et promoteurs d'un discours chargé d'antisémitisme et d'hostilité envers les minorités slaves. 2 ans plus tard, il est entré dans la Heimatschutz de Styrie, une formation paramilitaire avec un fort composant nationaliste et ouvertement antisémite, qui organisait des marches, des affrontements avec les sociaux-démocrates et des actes d'intimidation contre les commerçants juifs. L'étape suivante fut franchie en 1930 en rejoignant le Parti national-socialiste dans sa branche autrichienne. Étant donné que le parti était interdit par le gouvernement d'Engelbert Dollfuss, ses activités se déroulaient dans la clandestinité. Goeth reçut un numéro d'affilié qui lui conférerait plus tard le statut de vétéran, titre qui conférait du prestige au sein du parti. Cette même année, il a demandé à rejoindre la Schutzstaffel, les SS, où un numéro de membre lui a été attribué et il a commencé à participer à des opérations illégales. Bien qu'elles fussent encore une organisation relativement petite, les SS montraient déjà une orientation idéologique plus radicale que d'autres branches du mouvement nazi. La militance clandestine impliquait conspiration et risque. Goeth a collaboré à la création de cellules,
au trafic d'armes depuis l'Allemagne et à la distribution de propagande. Il a été arrêté pour la première fois en 1930, accusé de possession d'explosifs destinés à des attentats contre des installations officielles. Il a passé quelques mois incarcéré, mais a été libéré faute de preuves concluantes. Cet épisode a renforcé son engagement et lui a conféré du prestige parmi ses compagnons. En 1933, il a de nouveau été arrêté en tentant d'introduire des radios et des armes en Autriche pour les milices clandestines, mais a de nouveau retrouvé la liberté sans condamnation définitive. Le point culminant de son activité subversive s'est produit en juillet 1934, lorsqu'un groupe de nazis autrichiens a pris d'assaut la chancellerie à Vienne dans le but de renverser le gouvernement. L'opération s'est conclue par l'assassinat du chancelier Dollfuss, mais a échoué dans son objectif principal. Bien que Goethe n'ait pas participé directement à l'attentat, des rapports de police l'ont lié à la préparation logistique du coup. Il a été arrêté après l'échec de la conjuration, mais a réussi à s'échapper et à fuir vers l'Allemagne, où il s'est intégré dans la communauté des exilés nazis autrichiens qui continuaient à conspirer pour l'annexion. Entre 1934 et 1937, sa vie s'est partagée entre des séjours en Bavière et des retours clandestins à Vienne. Il travaillait occasionnellement dans la maison d'édition familiale, tout en maintenant des contacts avec des dirigeants nazis en exil. Pendant cette période, il s'est temporairement éloigné des SS en raison de conflits internes avec son supérieur Alfred Bigler, bien qu'il n'ait jamais totalement rompu les liens avec l'organisation. Sur le plan personnel, il a contracté mariage avec Olga Janoschek, un lien promu par ses parents. L'union s'est terminée par un divorce après quelques mois, reflet de son instabilité dans les relations privées. En 1937, il a formalisé son transfert administratif du parti nazi autrichien au parti allemand, basé à Munich. La décision montrait sa conviction que l'annexion était imminente et son intention de s'assurer une place dans la hiérarchie nationale-socialiste. À ce moment-là, le gouvernement de Kurt Schuschnigg faisait face à des difficultés croissantes pour contenir la pression du Reich. Finalement, le 12 mars 1938, les troupes allemandes ont franchi la frontière autrichienne sans rencontrer de résistance militaire. L'Anschluss s'est accompli au milieu de manifestations massives de soutien. Pour Goethe, cela signifiait le passage de la clandestinité à la pleine légalité en tant que membre du parti et des SS. Cette même année, il épousa Annie Geiger, une jeune femme de 23 ans qu'il avait rencontrée lors d'un événement sportif. Le mariage fut célébré sous le protocole des SS, qui exigeait des tests médicaux et raciaux en conformité avec les directives de Heinrich Himmler. L'organisation imposait à ses membres en âge approprié l'obligation de se marier et de fonder des familles considérées comme aptes pour le Reich. Goethe s'intégrait ainsi dans une étape de consolidation du pouvoir qui accompagnait l'annexion de l'Autriche. Son historique de militantisme clandestin, d'arrestations et d'exil le plaçait dans une position privilégiée pour assumer des responsabilités de plus grand poids au sein de l'appareil national-socialiste qui étendait son influence sur l'Europe centrale. Forge de bourreau, apprenti dans la machinerie de l'extermination. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. En un peu plus de 2 semaines, l'État polonais s'est effondré sous l'attaque coordonnée de la Wehrmacht depuis l'ouest et de l'armée rouge depuis l'est-l'est après l'entrée soviétique le 17 septembre. Le territoire a été divisé conformément au pacte Ribbentrop-Molotov. Les régions occidentales et septentrionales ont été annexées au Reich, tandis que le centre a été constitué comme le gouvernement général, administré comme un territoire colonial sous contrôle allemand. Dès les premiers jours de l'occupation, les autorités allemandes ont mis en place une politique d'exploitation économique et de répression systématique. La population a été classée selon des critères raciaux et politiques. Les Juifs, qui constituaient environ 3 millions de personnes, ont été désignés comme l'objectif principal des mesures d'isolement, de spoliation et de contrôle. L'aristocratie polonaise, le clergé catholique et les intellectuels ont été identifiés comme des secteurs potentiellement dangereux qui devaient être neutralisés par l'emprisonnement, la déportation ou l'exécution. Dans ce scénario, Emon Goethe a été affecté à la Haute-Silésie, région d'importance industrielle pour l'effort de guerre allemand.
Ses premières fonctions se sont concentrées sur des tâches administratives liées à la confiscation des propriétés et à la germanisation du territoire. Il a exercé comme fonctionnaire des SS au bureau du commissaire du Reich pour la consolidation de la nationalité allemande, institution chargée de reconfigurer la composition démographique des régions conquises. Son travail consistait à enregistrer les propriétés expropriées aux familles juives et polonaises, superviser leur redistribution parmi les colons allemands et gérer la partie bureaucratique des déportations. La procédure était soutenue par des décrets et des formulaires officiels qui lui donnaient une apparence de légalité. En pratique, cela signifiait la spoliation systématique de dizaines de milliers de foyers et d'entreprises. Chaque processus incluait des inventaires détaillés, des évaluations et des documents de redistribution. Les biens de valeur étaient envoyés à des dépôts centraux, tandis que le mobilier et les effets domestiques étaient répartis entre les fonctionnaires ou mis aux enchères. Cette structure combinait efficacité administrative et enrichissement personnel, car ceux qui supervisaient pouvaient s'approprier une partie des biens sans supervision stricte. Le 22 juin 1941, l'Allemagne a lancé l'invasion de l'Union soviétique. La guerre à l'Est a été conçue comme un conflit d'extermination raciale et idéologique. Les territoires conquis devaient être dépeuplés de slaves et de juifs pour leur colonisation allemande. Cette nouvelle phase exigeait des fonctionnaires spécialisés dans les déportations massives et dans la gestion des camps de concentration. Dans ce contexte, Goethe a été transféré à Lublin, ville clé du gouvernement général et siège d'Odilo Globoknik, chef des SS et de la police dans la région. Globoknik, également autrichien, avait reçu de Heinrich Himmler la responsabilité de coordonner la soi-disant Action Reinhard, opération destinée à l'élimination de la population juive dans les territoires du gouvernement général. Le plan incluait la construction de camps d'extermination et l'organisation de déportations à grande échelle. Globoknik a réuni une équipe composée principalement de jeunes officiers SS, dont beaucoup d'Autrichiens, choisis pour leur loyauté idéologique et leur disposition à exécuter les ordres sans réserve. Le système reposait sur une combinaison de brutalité extrême et de précision administrative. Chaque convoi devait arriver et être traité ponctuellement. Chaque déportation devait être exécutée avec une discipline militaire, et chaque lot de biens confisqués devait être enregistré et transmis aux bureaux économiques du Reich. Goethe a rejoint en tant qu'assistant administratif spécialisé dans le transport et la gestion des biens confisqués. Cette fonction lui a permis d'observer de près le fonctionnement des 3 camps d'extermination sous la supervision de Globoknik, Bełżec, Sobibor et Treblinka. Ces centres étaient conçus exclusivement pour le meurtre de masse, avec des installations de chambres à gaz capables d'éliminer des milliers de personnes par jour. À Bełżec, le premier à entrer en opération en mars 1942, Goethe a assisté au processus complet. Les trains arrivaient, chargés depuis les ghettos de l'ouest de la Pologne, les déportés étaient conduits sous surveillance armée vers les installations de gazage, présentées comme des douches de désinfection, et les corps étaient incinérés dans des fosses communes. Sa tâche spécifique était de superviser la confiscation des bagages et des effets personnels. Chaque déporté arrivait avec des valises contenant des vêtements, des photographies, des documents, des bijoux ou de l'argent. Tout devait être classé rapidement. Les vêtements étaient envoyés à des dépôts à Lublin, les objets de valeur à l'office économique des SS, tandis que les documents étaient détruits. Goethe a acquis une habileté à détecter des objets cachés parmi des affaires courantes. Il identifiait des bijoux cousus dans des vêtements, des pièces de monnaie cachées dans des semelles de chaussures ou des billets dissimulés dans des contenants quotidiens. Cette compétence lui a permis d'exécuter efficacement les ordres officiels et, en même temps, de s'approprier discrètement une partie du butin. À Sobibor et Treblinka, il a observé des procédures similaires, avec des variations dans la capacité de traitement et dans les méthodes d'élimination des corps. Dans tous les cas, la priorité était la rapidité. Un train complet devait être vidé et traité en quelques heures pour recevoir le convoi suivant. La routine de ces centres nécessitait une discipline stricte. Les officiers SS maintenaient l'ordre parmi les déportés, supervisaient les installations et garantissaient la continuité des opérations.
La tromperie était une part essentielle. Des panneaux promettant une réinstallation professionnelle maintenaient les victimes sous contrôle jusqu'au dernier moment. Goethe a absorbé ces méthodes et les a adoptées comme normes, comprenant que la tromperie, combinée à l'intimidation et à la violence sélective, permettait de dominer des groupes nombreux avec relativement peu de gardes. En parallèle, il développait des pratiques d'enrichissement personnel tolérées de manière implicite par ses supérieurs. Il sélectionnait des objets précieux avant qu'ils ne soient enregistrés officiellement, à condition que cela n'interfère pas avec les envois principaux vers le Reich. Pendant cette période, il a noué des liens avec d'autres officiers de l'Action Reinhard, comme Franz Stangl, commandant de Sobibor, et ensuite de Treblinka. Ces relations lui ont donné accès à des informations sur les postes vacants et les opportunités de promotion. Ses performances à Lublin ont été évaluées positivement. Les rapports internes soulignaient son efficacité administrative, sa fermeté idéologique et sa disposition à exécuter les ordres sans objection. On notait également sa tendance croissante à la violence personnelle, interprétée comme preuve d'engagement envers la cause. À la mi-millénaire 942, Goethe avait complété un apprentissage complet des mécanismes de l'extermination. Il avait observé le fonctionnement des centres de mort, avait participé à des déportations qui ont touché des dizaines de milliers de personnes et avait acquis de l'expérience tant dans l'administration des biens confisqués que dans le contrôle des populations prisonnières. Ce bagage l'a rendu candidat pour occuper des postes de plus grande envergure au sein du système de camps, qui s'étendait à travers toute l'Europe occupée à cette époque. Le règne de la terreur, Płaczów sous l'ombre du bourreau. Le 13 mars 1943, le ghetto de Cracovie cessa d'exister. Pendant 2 ans, il avait concentré dans le district de Podgorze la population juive de la ville, obligée à vivre dans une zone réduite dans des conditions de surpeuplement extrême, avec des travaux forcés, un rationnement alimentaire et des rafles fréquentes. L'opération de liquidation a commencé avant l'aube. Des unités des SS, la police allemande et des auxiliaires ukrainiens ont encerclé le périmètre et évacué les résidents maison par maison. Ceux qui ne pouvaient pas marcher en raison de l'âge, de la maladie ou d'un handicap étaient exécutés dans les portails, les escaliers et les cours. Amon Goethe a personnellement dirigé une partie de l'opération, parcourant les rues avec des gardes armés et supervisant la sélection qui décidait du sort immédiat de chaque personne. Ceux considérés aptes au travail étaient envoyés dans des camions à destination d'un camp en construction, tandis que les personnes âgées, les malades et les jeunes enfants étaient séparés pour leur élimination. À la fin de la journée, près de 2000 personnes avaient été assassinées dans le ghetto. 8000 autres ont été transférées au nouveau camp de travail de Płaczów, à la périphérie de Cracovie, et le reste a été déporté à Auschwitz-Birkenau, où la majorité a été tuée dans les chambres à gaz. Le terrain choisi pour le camp de Płaczów comprenait 2 cimetières juifs, l'ancien de Cracovie et celui de la communauté de Podgorze. Les 2 ont été détruits délibérément. Les pierres tombales, certaines datant de plusieurs siècles, ont été utilisées comme matériaux de construction dans les chemins, les marches et les murs. Les restes humains ont été retirés sans cérémonie et déposés dans des fosses communes anonymes, dans le cadre de la politique visant à effacer toute trace de la présence juive dans la région. Goethe a officiellement pris le commandement du camp le 11 février 1943, désignation soutenue par son expérience à Lublin et par ses rapports d'efficacité dans des opérations précédentes. Sa première tâche a été d'organiser la construction d'installations de base et de mettre en route les ateliers de la Deutsche Ausrüstungswerk, entreprise des SS qui exploitait la main-d'œuvre esclave. Les prisonniers juifs transférés du ghetto ont participé à la construction de baraquements, de tours de garde, de barbelés et de bureaux administratifs. Ils travaillaient depuis avant l'aube jusqu'après le crépuscule, avec des pauses minimales et des rations insuffisantes. Goethe installa sa résidence dans une villa construite sur une colline d'où il pouvait observer tout le camp. La maison fut conçue de manière à ce que depuis la terrasse, on ait une vue directe sur les baraquements, les zones de travail, les cours de formation et les lieux d'exécution, renforçant l'image de contrôle absolu. Le nombre de détenus a augmenté de manière constante avec l'arrivée de déportés de Tarnów, Bochnia, Rzeszów et d'autres localités, ainsi que de prisonniers politiques polonais et, plus tard, de juifs hongrois.
Pour l'été de 1943, le camp abritait entre 10 000 et 12 000 personnes. Les conditions étaient intentionnellement inhumaines. Les baraquements manquaient d'isolation et de ventilation et ne disposaient pas d'installations sanitaires. Les prisonniers dormaient dans des couchettes en bois sans matelas ni couverture. Pendant l'hiver, la température intérieure différait à peine de l'extérieur. Les rations alimentaires maintenaient les prisonniers au bord de la famine. Le petit déjeuner consistait en un succédané de café ou de l'eau chaude, le déjeuner en une soupe claire avec des restes de légumes et parfois de petits morceaux de viande avariés, et le dîner répétait le café ou ajoutait une tranche de pain noir. Ce régime équivalait à environ 500 calories par jour, insuffisantes pour soutenir des journées exténuantes de travail forcé. Le régime disciplinaire était basé sur la terreur. Les exécutions avaient lieu sans rapport avec des infractions concrètes et répondaient à l'humeur du commandant ou au besoin d'inspirer la peur. Goethe tirait depuis la terrasse de sa villa sur des prisonniers dans la cour centrale, utilisant un fusil Mauser avec lunettes télescopiques. Les tirs étaient effectués sans avertissement, à des moments de grande affluence de prisonniers en plein air. Les détenus ont appris à reconnaître les signaux qui anticipaient ces épisodes, comme l'apparition de son chapeau tyrolien ou des changements dans la routine quotidienne, et cherchaient refuge dans toute structure offrant une protection. Goethe utilisait également ses 2 chiens, Rolf et Ralph, dressés pour attaquer les personnes sur des ordres spécifiques. Les victimes subissaient des blessures graves qui se terminaient souvent par la mort, par hémorragie ou infection, sans recevoir de soins médicaux. Les exécutions collectives étaient utilisées comme sanction pour des tentatives d'évasion ou des soupçons de sabotage. Elles avaient lieu à Ujowa Gorka, une colline dans le camp désigné pour les fusillades massives. Les survivants étaient forcés d'assister à ces actes en guise d'avertissement. Les enfants n'étaient pas épargnés. En mai 1944, Goethe a organisé l'exécution de dizaines de mineurs, rassemblés et tués dans des fosses communes en plein jour. Pendant ce temps, la villa du commandant affichait un contraste absolu avec la misère du camp. Meublée avec des objets confisqués à des familles déportées, elle contenait des meubles d'époque, des tapis, de la vaisselle, des œuvres d'art et des bijoux. Des réceptions nocturnes y étaient organisées avec des officiers de la SS, des entrepreneurs ayant des contrats dans le camp et des fonctionnaires civils accompagnés de musique, d'alcool et d'abondance. Ruth Irene Calder, secrétaire autrichienne de 23 ans, devint la compagne de Goethe et résida en permanence dans la villa. Sa présence apportait une apparence de normalité domestique à la résidence du commandant. Elle participait aux fêtes et supervisait le service domestique réalisé par des prisonnières juives. L'atmosphère de luxe se mélangeait avec la violence quotidienne, visible depuis la même terrasse. Parmi les prisonnières assignées à la villa se trouvait Hélène Jonas Rosenzweig, qui témoignerait plus tard de la vie dans la résidence. Elle a relaté l'alternance entre des scènes de normalité, comme les petits déjeuners sur la terrasse, et des épisodes de violence immédiate, lorsque Goethe interrompait son café pour tirer sur des prisonniers dans la cour, reprenant ensuite sa routine sans altération. L'homme d'affaires allemand Oskar Schindler entretenait des relations commerciales régulières avec Goethe. Son usine d'ustensiles émaillée à Cracovie avait besoin de main-d'œuvre spécialisée, et pour l'obtenir, il devait négocier avec le commandant en offrant des pots de vin sous forme d'alcool, de cigarettes, d'articles de luxe et d'argent. La relation était ambivalente. Schindler parvenait à protéger temporairement certains travailleurs, tandis que Goethe obtenait des bénéfices personnels. Pendant la période de plus grande activité du camp, entre 1943 et 1944, entre 8 000 et 12 000 personnes sont mortes à poids chauffe. Les causes incluaient des exécutions directes, l'épuisement dû au travail forcé, des maladies épidémiques, la malnutrition et la violence systématique. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes à l'intérieur du camp. Le système imposé par Goethe combinait exploitation économique et extermination graduelle. Les prisonniers jugés aptes étaient exploités jusqu'à l'épuisement dans des ateliers qui produisaient des uniformes, de l'équipement militaire et des biens de consommation. Lorsqu'ils étaient affaiblis par la maladie ou la faim, ils étaient exécutés et remplacés par de nouveaux déportés. Pour les détenus,
Goethe représentait un pouvoir absolu et imprévisible. Sa capacité à décider à tout moment de la vie et de la mort maintenait la population prisonnière dans un état de peur permanente. La simple possibilité de sa présence suffisait à paralyser tout le camp. Butin corrompu, le pouvoir dévoré par l'avidité. Au cours du premier semestre de 1944, la situation militaire du Reich était entrée dans une phase de détérioration irréversible. L'offensive soviétique d'hiver avait libéré de vastes régions d'Ukraine et avançait vers les frontières de la Pologne. Le 6 juin, le débarquement allié en Normandie a ouvert un front occidental qui obligeait l'Allemagne à diviser ses ressources militaires. Cependant, au sein de l'appareil administratif des SS, la bureaucratie continuait de fonctionner avec précision, maintenant le contrôle des camps de concentration et l'exploitation des prisonniers. Le système des camps ne remplissait pas seulement des fonctions d'extermination et de travail forcé, mais il générait aussi des bénéfices économiques considérables. Chaque déportation impliquait la confiscation de logements, commerces, vêtements, meubles, argent, bijoux et objets personnels. La doctrine officielle établissait que tout devait être considéré comme propriété de l'État allemand. Les fonctionnaires pouvaient recevoir une compensation minimale, mais la majeure partie devait être envoyée à Berlin sous la supervision du bureau économique principal des SS. Pour garantir le transfert, des audits réguliers et des procédures comptables strictes étaient appliquées. Amon Goethe avait transformé ce mécanisme en une source personnelle d'enrichissement. Pendant sa gestion à Poichouf, il accumula des biens évalués à des millions de marks du Reich. Sa villa était remplie de mobilier ancien, de tapis orientaux, de vaisselle en argent, d'œuvres d'art et de collections de bijoux confisqués. Sa méthode consistait à manipuler les inventaires. Les objets les plus précieux étaient mis à part avant d'être enregistrés et transférés directement à sa résidence, tandis que les listes officielles ne reflétaient qu'une partie des biens confisqués. Il détournait également des fournitures destinées au camp, aliments, médicaments, carburants et matériaux de construction qui étaient censés être consommés par les prisonniers, se retrouvaient sur le marché noir ou dans la villa du commandant. Pendant 1944, avec la pénurie croissante de ressources, ces pratiques se sont intensifiées. Ces subordonnés recevaient une part des bénéfices, ce qui garantissait la complicité. Bien que certains fonctionnaires administratifs de rang intermédiaire aient commencé à signaler des irrégularités. Les registres de production des ateliers de Poichouf ne coïncidaient pas avec les expéditions reçues. Les cargaisons destinées à Berlin arrivaient incomplètes. Ces écarts attirèrent l'attention des autorités supérieures et conduisirent le juge Georg Konrad Morgen, membre du tribunal principal des SS, à ouvrir une enquête. Morgen avait acquis une certaine notoriété dans des affaires précédentes, comme celle de Karl Otto Koch à Buchenwald, et sa mission consistait à protéger les intérêts économiques du Reich contre le vol de ses propres officiers. Le dossier contre Goethe a été constitué pendant l'été de 1944. Du personnel administratif a témoigné au sujet de la manipulation des inventaires et du détournement de fournitures. Un comptable a assuré que les listes de vêtements et de chaussures avaient été modifiées pour dissimuler des envois privés à destination de l'Autriche. Des plaintes concernant sa conduite personnelle ont également été formulées. Violence incontrôlée, consommation excessive d'alcool et exécution hors protocole. Bien que l'élimination de prisonniers fût une pratique courante, elle devait être documentée et répondre à des ordres spécifiques. Goethe, au contraire, tirait depuis sa villa de son propre chef, organisait des fusillades collectives sans autorisation et employait des méthodes non prévues par la réglementation. Morgen a rassemblé des preuves supplémentaires sur la vente illégale de nourriture et de médicaments sur les marchés locaux. Tandis que les prisonniers souffraient de la faim et d'épidémies, des produits officiellement destinés à leur entretien étaient détournés à des fins commerciales. De plus, le village était devenu un lieu de fête avec des civils et des militaires invités où des biens obtenus par détournement étaient consommés. Ces célébrations étaient connues à Cracovie et généraient des rumeurs qui pouvaient atteindre les autorités centrales. En août 1944, le dossier contenait suffisamment de preuves pour une mesure disciplinaire. Néanmoins, le contexte militaire compliquait la situation. L'armée rouge avançait vers la rivière Vistule, ce qui obligeait à prioriser l'évacuation des camps plutôt que les processus internes.
Malgré cela, le 13 septembre, des agents de la Gestapo et des officiers des SS ont arrêté Goethe dans sa villa, accompagné de Ruth Calder. Il a été informé des accusations. Enrichissement personnel, violation des protocoles et comportement incompatible avec les standards des SS. Transféré à Berlin, il a nié les accusations. Il a soutenu que les biens dans sa villa étaient sous garde temporaire pour un envoi ultérieur à Berlin et que les exécutions répondaient à des besoins de discipline. Cependant, la documentation recueillie par Morgan le contredisait. Des factures d'envoi vers l'Autriche, des témoignages du personnel administratif et des objets confisqués trouvés dans sa résidence confirmaient la déviation systématique. Des rapports médicaux ont ajouté un élément supplémentaire, des diagnostics de troubles mentaux qui remettaient en question sa capacité de commandement. La décision finale fut pragmatique. Au lieu d'un tribunal qui pourrait attirer une attention négative, il a été déclaré mentalement incapable. Des médecins des SS l'ont diagnostiqué avec des troubles paranoïdes et dépressifs, ce qui a mis fin à sa carrière sans besoin de jugement public. Il a été transféré dans un hôpital psychiatrique à Bad Tölz, en Bavière, sous garde médicale. L'administration de Poischow a été confiée à Arnold Bücher, avec l'instruction d'accélérer l'évacuation face à l'arrivée imminente des Soviétiques. À la fin du mois de septembre, les prisonniers ont été transférés à Auschwitz, Gross-Rosen et Mauthausen. Ceux qui restaient dans le camp ont été forcés d'exhumer des corps de fosses communes et de les incinérer sur des bûchers pour éliminer les preuves. Cette opération de dissimulation s'est déroulée rapidement selon des protocoles déjà appliqués dans d'autres camps. En janvier 1945, Poischow avait été complètement évacué et démoli. Les clôtures de fil de fer, les baraques et les bâtiments ont été détruits. Le terrain a été nivelé et les cimetières juifs profanés jamais restaurés. Le camp a physiquement disparu, effaçant les traces matérielles de ce qui s'était passé pendant 18 mois de fonctionnement. Entre-temps, Goethe restait interné à Bad Tölz. C'est là qu'il a trouvé la fin du Reich en mai 1945, éloigné du pouvoir qu'il avait exercé et de la machine qu'il avait aidé à soutenir, dans un état d'isolement qui contrastait avec l'ampleur des crimes commis sous son commandement. Après le masque brisé, le bourreau enchaîné. Le 8 mai 1945, l'Allemagne a signé la capitulation inconditionnelle qui a mis fin à la guerre en Europe. Le Troisième Reich a cessé d'exister et son territoire a été divisé en zones d'occupation administrées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Avec la défaite, des millions de soldats et de fonctionnaires de l'appareil national socialiste se sont rendus ou ont tenté de s'échapper. Pour les puissances victorieuses, la tâche immédiate n'était pas seulement le contrôle du territoire, mais aussi l'identification de ceux qui avaient « J'ai participé à la machine de répression et d'extermination ». Les forces alliées ont établi des protocoles spécifiques pour le traitement des prisonniers allemands. Les combattants réguliers de la Wehrmacht étaient considérés comme des prisonniers de guerre soumis à la Convention de Genève. En revanche, les membres des SS, de la Gestapo et de la police de sécurité étaient classés comme suspects de crimes de guerre. Cette différenciation définissait le traitement reçu, les interrogatoires appliqués et la possibilité d'extradition vers les pays occupés. Amon Goethe se trouvait interné à l'hôpital psychiatrique de Bad Tölz en Bavière lorsque les troupes de la 7e armée américaine sont arrivées dans la région. L'institution a été inspectée dans le cadre de la recherche de fonctionnaires nazis cachés dans les hôpitaux et sanatoriums. Là se trouvaient des officiers administratifs, des membres de la SS et des civils du régime qui avaient été internés au cours des derniers mois de la guerre. Goethe savait que son poste de commandant de Poischow faisait de lui une cible prioritaire. Pour éviter l'identification, il se déguisa avec un uniforme de la Wehrmacht sans insigne et porta des faux papiers qui le présentaient comme lieutenant d'intendance. Cette stratégie était courante parmi les officiers SS qui cherchaient à être confondus avec des militaires réguliers et à échapper aux enquêtes immédiates. Les Américains l'ont arrêté avec d'autres détenus. Lors de la classification initiale, il a été enregistré comme soldat ordinaire et transféré à Dachau, un camp que les Alliés avaient reconverti en centre d'internement pour militaires allemands et suspects de crimes. À Dachau, des procédures de vérification étaient appliquées pour découvrir les fausses identités.
Les services de renseignement alliés utilisaient des listes élaborées avec des informations provenant de gouvernements en exil, d'organisations juives et d'agences internationales. Ces listes incluaient des noms de commandants de ghettos et de camps, avec des photographies et des descriptions physiques. Les prisonniers étaient interrogés, photographiés et soumis à des séances de reconnaissance organisées avec des survivants. Les survivants nouvellement libérés ont joué un rôle essentiel. Beaucoup se souvenaient précisément des visages et des comportements des responsables de leur captivité. Parmi eux se trouvait Joseph Lefkovitch, prisonnier à Poichov, depuis sa création en 1943 jusqu'à l'évacuation en 1944. Pendant cette période, il a été témoin d'exécutions, de sélections et d'épisodes de violence ordonnés par Goethe. À Dachau, il a participé à une séance d'identification où il l'a reconnu immédiatement. Il a fourni des détails spécifiques sur ses gestes, sa façon de marcher et les ordres qu'il avait prononcés lors de fusillades. Hélène Jonas Rosenzweig, assignée comme servante dans la villa de Goethe, l'a également identifié. Elle a décrit ses routines quotidiennes et la violence exercée contre les prisonniers. D'autres survivants ont confirmé l'identification. La corroboration de multiples témoignages a éliminé tout doute. Des documents des SS trouvés dans les archives allemandes confirmaient en outre son poste de commandant. Avec l'identité établie, Goethe a été reclassé comme criminel de guerre de haute priorité. Il a été isolé du reste des prisonniers et soumis à des interrogatoires spécialisés. Il a tenté de maintenir la stratégie de déni, affirmant qu'il n'avait exercé que des fonctions administratives et que son internement dans un hôpital psychiatrique démontrait son incapacité à commander. Il a soutenu que les témoignages étaient le fruit d'erreurs de mémoire. Les preuves documentaires contredisaient ces affirmations. Des ordres signés par lui, des rapports sur la gestion de Poichov et de la correspondance interne le désignaient de manière directe. Des photographies aériennes prises par l'aviation alliée montraient la disposition du camp pendant sa gestion, corroborant l'ampleur des installations sous sa responsabilité. Les Alliés devaient décider où il serait jugé. Ces crimes avaient eu lieu en Pologne contre des citoyens polonais et des Juifs de nationalité polonaise. Selon les accords établis, il revenait au nouveau gouvernement polonais de demander l'extradition. Sous influence soviétique, la Pologne avait créé des tribunaux spéciaux chargés de juger les responsables de l'occupation. Ces tribunaux fonctionnaient en coordination avec la Commission alliée des crimes de guerre et avec des comités d'enquête locaux. La demande d'extradition a été traitée en priorité. La Pologne souhaitait juger à Cracovie celui qui avait commandé le camp de Poichov et dirigé la liquidation du ghetto. Pour les alliés occidentaux, la remise de Goethe représentait une preuve de coopération avec les autorités polonaises dans l'administration de la justice d'après-guerre. Le transfert s'est effectué sous forte escorte armée. Goethe a été transporté de Dachau vers la Pologne en convoi militaire, traversant des territoires dévastés. La destination était la prison de Montelupich à Cracovie, utilisée pendant l'occupation par la Gestapo comme centre de détention de résistants polonais. Des dizaines de prisonniers avaient été torturés et exécutés dans leurs cellules. Maintenant, les installations servaient à enfermer des criminels de guerre allemands. L'entrée de Goethe à Montelupich avait une valeur symbolique. L'homme qui avait exercé un contrôle absolu sur des milliers de prisonniers à Poichov était enfermé dans la même ville où il avait ordonné des déportations et des exécutions. Sa cellule se trouvait à quelques kilomètres des terrains où le camp avait été établi. Les autorités polonaises ont immédiatement commencé à préparer le procès. Des procureurs spécialisés ont recueilli des déclarations de survivants, des documents d'archives et des preuves matérielles. Le processus était considéré comme prioritaire tant en raison de la gravité des crimes que de l'effet politique de démontrer que les responsables seraient traduits en justice. Goethe attendait à Montelupich pendant que l'enquête progressait. À Cracovie, des listes de témoins prêts à témoigner sur les exécutions dans le ghetto, l'administration du camp et les pratiques de violence arbitraire étaient organisées. L'affaire est devenue un symbole de l'effort polonais pour juger les responsables de l'occupation et établir un précédent dans les procès pour crimes de guerre qui se multipliaient dans toute l'Europe. Jugement implacable, Cracovie face à son boucher. En l'année 1946, la Pologne avançait dans le processus de reconstruction judiciaire après 6 ans d'occupation allemande.
L'une des priorités du nouveau gouvernement consistait à établir des mécanismes légaux permettant de poursuivre les responsables de crimes commis contre la population civile. Pour cela, le Tribunal suprême national a été créé, avec siège à Cracovie, institution dédiée à juger les cas de plus grande gravité. Ce tribunal fonctionnait selon des procédures polonaises adaptées aux circonstances exceptionnelles des crimes de guerre. Son mandat couvrait les commandants de camps de concentration, les responsables de massacres et les fonctionnaires impliqués dans les déportations et l'extermination. Les juges étaient des magistrats polonais désignés par le gouvernement et les procureurs des spécialistes en droit pénal ayant une expérience dans les crimes contre l'humanité. Szymon Goeth a été inclus parmi les cas prioritaires. Pendant des mois, les procureurs ont rassemblé des preuves documentaires, des témoignages de survivants et des preuves matérielles liées à sa gestion à Płaszów. L'accusation incluait également son rôle dans la liquidation du ghetto de Cracovie et dans les déportations organisées depuis Tarnów et Szczebny. L'acte d'accusation contenait 5 chefs d'accusation principaux. Le premier soulignait sa responsabilité directe dans la mort d'environ 8000 personnes à Płaszów entre 1943 et 1944. Le second le liait au massacre d'environ 2000 personnes lors de la liquidation du ghetto de Cracovie en mars 1943. Le troisième et le quatrième correspondaient aux déportations massives de Tarnów et Szczebny qui ont abouti à l'envoi de milliers de Juifs vers des camps d'extermination. Le cinquième chef d'accusation rapportait l'appropriation systématique des biens juifs en violation même des réglementations du propre Reich. Les preuves présentées comprenaient des fichiers des SS récupérés après la guerre, des ordres signés par Goeth, des registres de transport de prisonniers et des photographies aériennes du camp prises par l'aviation alliée. Des objets trouvés dans sa villa ont également été exposés: bijoux, œuvres d'art, objets religieux juifs et documents personnels des victimes. Le procès a commencé le 27 août 1946. Le tribunal s'est installé dans un bâtiment de Cracovie, aménagé pour accueillir le public et la presse. L'attente était notable tant par la gravité des accusations que par le symbolisme de juger dans cette ville celui qui avait dirigé le camp de concentration le plus proche. La couverture médiatique a été large. Les médias polonais et étrangers ont envoyé des correspondants qui ont enregistré chaque journée. Les sessions ont été réalisées en polonais avec traduction simultanée en allemand. Le tribunal était composé de 5 juges selon la loi polonaise. Goeth est entré dans la salle en uniforme de prisonnier. Son apparence physique avait changé par rapport à sa capture. Il avait pris du poids et son visage montrait un vieillissement prématuré. Malgré cela, les survivants présents l'ont identifié sans hésitation. L'accusation a ouvert avec la lecture détaillée des chefs d'accusation. Le procureur a énuméré les dates, le nombre de victimes et les lieux spécifiques. Des photographies du camp ont été projetées et des documents avec la signature de Goeth sur des ordres d'exécution et des listes de déportation ont été exhibés. Le témoignage de Helen Jonas Rosenzweig s'est avéré central. Elle a raconté son expérience en tant que servante forcée dans la villa du commandant. Elle a décrit des exécutions vues depuis les fenêtres, des attaques de chiens dressés et des tirs effectués depuis la terrasse. Józef Lewkowicz, qui l'avait identifié à Dachau, a raconté des sélections pour la déportation et des fusillades collectives. Il a rappelé des épisodes où des groupes entiers ont été exécutés en représailles pour des infractions individuelles supposées. D'autres survivants ont témoigné du massacre de mineurs en mai 1944, expliquant comment ils ont été séparés de leurs familles et exécutés dans des fosses communes. Leurs récits ont inclus des détails sur les procédures et l'impact sur les prisonniers contraints de témoigner de l'opération. D'anciens membres du personnel de Płaszów ont également témoigné. Certains avaient fait face à des procès antérieurs et collaboraient avec la justice. Leurs déclarations ont confirmé que Goeth agissait fréquemment de sa propre initiative, dépassant les directives de ses supérieurs. Un ancien gardien a déclaré qu'il ordonnait des exécutions sous l'influence de l'alcool, tandis qu'un autre a confirmé le détournement de biens vers sa résidence personnelle. La défense a été assurée par un avocat commis d'office. La stratégie reposait sur 2 arguments: remettre en question la fiabilité des témoignages en raison du temps écoulé et du traumatisme,
et soutenir que Goethe avait agi par obéissance aux ordres supérieurs. Pour renforcer ce dernier point, il a présenté des documents sur la structure hiérarchique du système de camp. Le parquet a répondu en montrant que beaucoup de ces actes avaient été des excès personnels. Des rapports internes des SS avaient déjà signalé sa conduite comme problématique, ce qui a abouti à son arrestation en 1944. Ces documents ont été incorporés comme preuve que même au sein de l'organisation, sa brutalité était considérée comme incontrôlable. Goethe a maintenu une attitude distante pendant le procès. Il répondait de manière laconique, niait ses responsabilités et n'a montré aucun remords. Les chroniques de presse le décrivaient assis sur le banc, se limant les ongles pendant que des témoignages sur des exécutions et des massacres étaient présentés. Face à des documents portant sa signature ou des photographies de victimes, il restait avec une expression indifférente. Le parquet a présenté des ordres manuscrits prévoyant des exécutions collectives, des listes de déportation avec des annotations personnelles et des registres de confiscation de propriété avec des divergences entre ce qui était rapporté et ce qui était saisi. Ont également été inclus les rapports du juge Georg Konrad Morgen, responsable de l'enquête interne qui avait motivé son arrestation pour corruption et excès disciplinaires. Le tribunal a également entendu des témoignages sur l'exploitation économique du camp. Des contrats avec des entreprises allemandes utilisant la main-d'œuvre de Poischoff ont été présentés, ainsi que des documents détaillant les paiements et les bénéfices obtenus. Cette preuve montrait la relation entre extermination, travail esclave et profit économique. Les audiences se sont prolongées pendant 10 jours avec des sessions le matin et l'après-midi. La salle restait pleine de survivants, de familles de victimes, de représentants du gouvernement polonais et d'observateurs internationaux. L'intérêt public est demeuré constant tout au long du processus. Le 5 septembre 1946, le tribunal a prononcé le verdict. Goethe a été déclaré coupable de toutes les charges. Les juges ont conclu qu'il avait agi avec préméditation et que sa responsabilité dépassait la simple obéissance aux ordres. La sentence prononcée était la peine de mort par pendaison. La lecture du verdict a eu lieu en présence de l'accusé, des juges, des procureurs, de la défense et du public. Goethe a écouté sans montrer de réaction visible. Il n'a pas interjeté appel ni demandé de grâce. Il a été transféré dans sa cellule de la prison de Montelupich pour attendre la date d'exécution. La corde définitive, le bourreau brisé devant l'histoire. La sentence de mort prononcée par la Cour suprême nationale de Pologne le 5 septembre 1946 stipulait qu'Amon Goethe serait exécuté par pendaison dans la prison de Montelupich. Les autorités polonaises ont décidé que l'exécution aurait lieu dans la cour de l'institution, sous un caractère public mais contrôlé, comme une démonstration de justice conforme à la loi. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Dans la cour intérieure, on construisit un échafaud en bois renforcé, conçu pour supporter le poids d'un homme corpulent. Goethe mesurait près de 2 mètres de hauteur et avait pris du poids durant sa détention. La conception comprenait une plateforme surélevée, une poutre transversale et un système de trappe contrôlé par levier. Le calcul de la chute devait garantir la fracture cervicale instantanée, suivant des protocoles techniques destinés à éviter des souffrances prolongées. Une liste de témoins officiels a été établie. Elle incluait des juges, des procureurs, des fonctionnaires du gouvernement, du personnel pénitentiaire, un petit groupe de journalistes et quelques survivants de Poischoff qui avaient témoigné lors du procès. La présence d'observateurs visait à garantir la transparence et à documenter l'exécution comme un acte de justice, sans marge pour des vengeances personnelles. Goethe resta dans sa cellule sous surveillance constante dans les semaines précédentes. Les autorités craignaient une tentative de suicide, fréquente parmi d'autres criminels nazis condamnés. Il ne reçut pas de visite de la famille. Son épouse Annie Geiger s'était séparée de lui et Ruth Calder, sa compagne à Cracovie, était retournée en Autriche après son arrestation en 1944. Il refusa l'assistance d'un aumônier et ne présenta pas de demande de clémence. Le matin du 13 septembre 1946, Goethe a été conduit dans la cour vêtu de vêtements simples de prisonnier. Les témoins formaient un demi-cercle autour de l'échafaud. Un fonctionnaire a lu la sentence,
confirmer son identité et vérifier qu'il n'existait aucun obstacle légal. Le condamné est resté silencieux, sans exprimer de dernière parole. Le bourreau a placé la corde selon les spécifications techniques prévues. Cependant, lorsque la trappe fut actionnée, une erreur se produisit. La corde était trop longue. Au lieu de fracturer les vertèbres cervicales, elle a permis aux pieds de Goethe de toucher le sol. La situation obligea à arrêter la procédure et à ajuster le mécanisme. Le protocole d'urgence prévoyait de répéter l'exécution avec une corde adéquate. Les fonctionnaires ont remonté Goethe sur la plateforme. Le condamné n'a opposé aucune résistance. La nouvelle corde a été calculée pour produire la chute exacte requise. Lorsque la trappe a été actionnée pour la deuxième fois, l'exécution s'est terminée comme prévu. Le médecin présent a certifié la mort immédiate. Le corps a été retiré et soumis aux formalités officielles. Il a été incinéré sans cérémonie religieuse et les cendres dispersées dans le fleuve Vistule, en application d'une politique destinée à éviter la création de tombes devenant des lieux de commémoration pour les sympathisants nazis. L'exécution a marqué la fin de la carrière de Goethe au sein du Reich, mais n'a pas fermé la trace de son nom. Sa famille directe est restée à l'écart. Son épouse a demandé le divorce et ses enfants ont grandi en Autriche sans référence à leur passé. Ruth Calder, pendant des décennies, a offert des versions atténuées de sa conduite, le présentant comme un homme complexe plutôt que comme un criminel. La fille que Goethe a eue avec Calder en 1945, Monika Hertwig, a grandi sans connaître la véritable identité de son père. Sa mère lui a dit qu'il était mort en tant que soldat allemand. La vérité est arrivée dans les années 70, lorsqu'elle a mené sa propre enquête et a découvert son rôle en tant que commandant de Płaszów. Cette découverte l'a conduite à un processus de confrontation personnelle. Au cours des années suivantes, il a cherché à entrer en contact avec des survivants du camp. En 2006, il a participé à un documentaire qui a enregistré sa rencontre avec Helen Jonas Rosenzweig, qui avait été prisonnière dans la villa de Goethe. Ce témoignage audiovisuel a permis de connecter l'expérience de la fille avec la mémoire des victimes. La figure de Goethe a acquis une projection internationale en 1993 avec le film La liste de Schindler, réalisé par Steven Spielberg. L'interprétation de l'acteur Ralph Fiennes a montré des scènes basées sur des témoignages judiciaires, y compris des tirs depuis la terrasse et l'utilisation de chiens entraînés. Le film a introduit sa figure dans la mémoire mondiale comme symbole de la brutalité exercée par les commandants de camp. Les archives du procès de Cracovie sont devenues une source pour les chercheurs. Elles incluaient des documents officiels, des photographies et des témoignages qui décrivaient à la fois la structure du camp et les méthodes employées. Ces enregistrements sont devenus partie intégrante de musées de l'Holocauste, de programmes éducatifs et d'études sur les mécanismes d'extermination. Le site de Płaszów a été partiellement préservé en tant que lieu de mémoire. Bien que les installations aient été démolies en 1945, le terrain conserve des marqueurs indiquant les baraquements, les fosses communes et les sites d'exécution. Ces éléments offrent des preuves matérielles qui complètent les témoignages et les archives judiciaires. Pour les survivants qui ont témoigné à Cracovie, l'exécution de Goethe a représenté un acte de justice limité mais significatif. Aucune sentence ne pouvait compenser les pertes, mais le fait qu'un commandant de camp réponde légalement de ses actes a démontré la possibilité de rendre des comptes dans un contexte de crime massif. La mémoire de Goethe est restée associée à Cracovie et à Płaszów, se différenciant d'autres commandants liés à des camps plus connus internationalement. Son cas a montré comment la violence nazie ne se limitait pas aux directives de Berlin, mais dépendait aussi de l'initiative d'individus exerçant le pouvoir local. Le procès et l'exécution documentée en 1946 font toujours partie du registre historique de l'immédiat après-guerre. Ils constituent un exemple de la manière dont les tribunaux nationaux ont relevé le défi de juger des crimes de caractère systématique et massif, laissant un héritage qui est encore étudié dans les recherches sur la justice transitionnelle et la mémoire historique.